Donc, dans quel domaine son corps n'y arrive pas. Les petits domaines en bleu, ils sont essentiels, mais je ne vais pas les traiter parce que ça ferait vraiment beaucoup, beaucoup. Mais l'hydratation, l'alimentation, donc les intolérances alimentaires, les allergies, qui sont quelquefois non perçues ou interprétées par des hyperactivités. Je n'ai pas marqué le sucre, mais on sait à quel point le sucre est une gentille petite drogue et à quel point elle peut changer vraiment beaucoup de choses au niveau corporel. Dans quel domaine son corps n'y arrive pas au niveau audition? Ça m'arrive pas souvent, mais j'ai eu des parents que j'ai dû réorienter vers quelqu'un au niveau de l'audition parce que ça ne fonctionnait pas et ça n'avait pas été perçu chez cet enfant. On verra que l'audition et la vue est en interaction, donc on peut avoir la vue qui inhibe l'audition ou l'audition qui inhibe la vue. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas perçu forcément chez un ORL, parce qu'il faut faire d'autres types de tests et eux, ils ne travaillent pas en action, ils travaillent en écoute avec des casques ou des choses comme ça. L'acuité visuelle, c'est la vue. Moi, je vais vous parler de la vision, qui n'est pas l'acuité visuelle. Donc, on reverra ça aussi. Et puis, des éléments physiologiques parasitants, type champignons ou autres, que ça peut être, bon là, on rejoint l'alimentaire aussi avec des parasites intestinaux. Et donc, on a des études qui ont prouvé que certains parasites pouvaient migrer jusqu'au cerveau et donc avoir des attaches sur les systèmes neuronaux. Alors, je ne suis pas au taquet là-dessus, je ne vous ai pas mis tous les liens des publications, mais dès que vous tapez un petit peu dans les moteurs de recherche, vous verrez, c'est des publications qui sont assez publiées, on va dire, et donc que vous pourrez retrouver sur ces éléments-là. Donc, nous, on va s'attacher aux émotions, au sommeil, à la respiration. Vous allez voir à quel point c'est lié et c'est essentiel. La proprioception, dont je vous en ai parlé, cette capacité à savoir où est le corps dans l'espace, et donc sans forcément la partie vue. Et je vais vous parler de deux choses qui vont vous aider à comprendre tout ça, qui sont les réflexes archaïques, mais qui sont liés à la proprioception, les troubles neurovisuels, qui sont liés aussi à la respiration, à la proprioception, que je détaillerai un tout petit peu plus. Les émotions. Alors, on les a souvent comme ça, les enfants, et on les voudrait souvent comme ça. La base, c'est quand même de se dire que ce que eux ont perçu, nous, on l'a pas perçu. D'accord? C'est quand même... Donc là, je vous fais aller voir les travaux de Paul Ekman. Vous avez 5 vidéos qui avaient été publiées par Arte sur les travaux de Paul Ekman et qui vous font comprendre la manifestation des émotions qui se manifestent essentiellement par réflexes, enfin qui sont des, pas essentiellement, qui sont des réflexes faciaux, donc au niveau du visage, de la face, c'est le terme anatomie. Et surtout qu'elles sont contagieuses. C'est-à-dire que ce monsieur a mis en évidence, de par ses travaux, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il changeait d'humeur. Et il s'est rendu compte qu'il changeait d'humeur parce que lui, il essayait de reproduire tous les mouvements musculaires et il regardait certaines images de façon et des photos de façon trop importante et il s'est rendu compte qu'il était contaminé par ces images. Et donc, si on vous met un visage joyeux pendant un certain nombre de minutes devant votre visage, vous allez devenir joyeux. Mais même si vous êtes très joyeux et qu'on vous met une photo triste pendant un certain nombre de minutes, vous allez d'un seul coup avoir cette émotion qui va s'emparer de vous. Et même si vous étiez très joyeux au début, c'est un espèce de réflexe de survie, tout ça. Hein, on est sur du primitif. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces enfants, ils vont être face à ces émotions. Il y a aussi les micro-émotions. Donc là, je ne vais pas tout développer, mais il y a des micro-réflexes. Et donc, quelqu'un qui fait semblant d'être joyeux, mais qui fait paraître des émotions de stress, que ce soit un enseignant, que ce soit un camarade, une copine, un cousin, une cousine, un parent, du coup, il va transmettre ses émotions. Et je peux vous dire qu'il faut être sacrément de haut niveau pour ne pas réussir à transmettre une émotion. C'est quasiment impossible. Et lui, l'enfant, il est tellement connecté au niveau physiologique à des choses primitives qu'il perçoit ça plus. Mais vraiment. Donc, il faut vraiment déjà comprendre ça et pas faire semblant. Donc, si on est stressé ou si on a une peur ou une colère, il faut bien soit vider son sac pour ne pas transmettre au moment où on enseigne et au moment où on veut transmettre de l'éducation ou encadrer des enfants. Autre chose, parce que nous sommes en France, les émotions sont mal apprises. J'aimerais qu'on me dise quelle est la différence entre une émotion et un sentiment. Et on utilise les mêmes mots.
Donc on dit, donc le sentiment, c'est quand on dit je me sens. Et donc, quand on est confronté à la tristesse, on va dire je me sens triste. Mais si on avait bien fait notre boulot au niveau éducation et au niveau vocabulaire, puisqu'en France, on a un vocabulaire extrêmement riche, on aurait pu dire je me sens nostalgique ou je me sens... alors ça va pas venir en tête, là il faut que je le cite et ça va pas me venir en tête. Je me sens mélancolique. Je me sens... ça va pas me venir. J'aurais dû préparer mon tableau. Excellent. Mais donc la peur, c'est pareil. J'ai peur, je pourrais être effrayée ou je pourrais être terrorisée. Et là, on voit bien que c'est pas le même niveau de peur. Quand on, alors bon, là j'ai repris le terme pour l'IEF, j'ai repris le terme école parce que ça a été souvent un truc. Donc moi, ma petite est allée à l'école sur les premières années de maternelle et on évacuait la peur le matin. Et je l'aidais à faire comprendre son niveau parce qu'elle me disait j'ai peur, mais c'était un mot global et je l'aidais à lui faire comprendre son niveau de sentiment. Il y a le réflexe qui se met en jeu, soit de façon intrinsèque parce qu'il se passe quelque chose au niveau de l'organisme à l'intérieur, soit de par l'extérieur parce que je vois un caillou arriver près de mes yeux ou parce que je vois une voiture qui passe vite. Donc ça, c'est le réflexe qu'on a perçu. Et il y a le sentiment que l'on crée de par notre éducation et de par notre personnalité sur ce réflexe. Donc, la peur d'aller à l'école, mais est-ce que c'est la même peur que si je me retrouve au bord de la falaise? Je suis quand même pas au même niveau de danger. Et pourtant, c'est le même mot. Oui. Oui, mais c'est le même mot. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, là, il aura fallu qu'il y ait un mot terreur ou quelque chose qui soit appris et que le vocabulaire que je vais exprimer en tant qu'enfant pour le dire à l'adulte me permette de faire comprendre à l'adulte à quel niveau j'en suis. Ce qui n'est pas le cas. Qui n'est pas le cas. Et la plupart des livres sur les livres pour enfants, qui pour certains sont très bien, ne font pas du tout cette nuance-là. Et donc, et puis selon la personnalité, moi j'ai eu quelqu'un une fois, donc c'était une adulte en séance. On travaille sur les émotions, donc pour les faire revenir en réflexe, j'ai des images que je montre. Et puis la personne me dit non, ça c'est pas la peur, il n'y a pas de larmes, elle pleure pas. Donc je dis rien, j'attends. Et c'était une thérapeute, hein. C'était une personne thérapeute. Hein. Et je dis rien, j'attends. Bah, elle me dit bah non, qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Bah oui. Non, c'était la tristesse, pardon. C'est pas la peur, c'était la tristesse. Elle me dit ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas la tristesse. Là, je m'entends dire la peur. Ce n'est pas la tristesse puisque la personne ne pleure pas. Et elle me dit mais bah non. Bah je dis oui, je sais pas. Je dis est-ce qu'on pleure à chaque fois qu'on est triste? Et non. Et donc le conditionnement là sur une séance, bon c'était un adulte, mais il y avait cette notion. Donc il peut y avoir cette notion apprise que on est triste si on pleure. Si on pleure pas, c'est qu'on est triste. Est-ce qu'on peut pas pleurer dans d'autres conditions? On peut pleurer de joie. Et donc, dans ce cas-là, on n'est pas en forme de tristesse. Voilà. On peut pleurer de colère si vraiment on monte tout rouge et puis que ça finit par sauter dans tous les sens. Donc, il y avait vraiment cette notion de sentiment, émotion qui n'est pas du tout éduquée de façon correcte et qui fait qu'on ne comprend pas cet enfant, les enfants, et qu'on ne perçoit pas vraiment où ils en sont dans leur baromètre. Les réflexes faciaux sont intégrés par la vision. Donc, la vision dont je vais vous parler après, pardon. Si elle ne fonctionne pas, déjà, les émotions, on ne les perçoit pas bien. Donc, déjà là, on a un lien vision-émotion qui ne marche pas. On aura ce lien vision-écriture, vision tout. Et ensuite, ces émotions, elles sont connectées aux autres sens, vue, toucher, audition, goût, puisque on a l'émotion qu'on a ressentie quand on a senti un bouquet de fleurs ou qu'on a mangé un gâteau et qu'on avait ce goût au niveau de la bouche et puis qui se met en mémoire. Donc tout ça, c'est en connexion. Et tout ça, ça se stocke dans des disques durs et ça ressort des disques durs et ça se remet en action de différentes façons. Donc là, c'était la partie émotion. On passe au sommeil. Alors attention, gros sujet, le sommeil. On a donc les études de Monsieur Carcia qui a fait beaucoup de publications avec l'Université de Dijon. Que je me trompe pas d'organisme. Je ne sais pas si c'est l'INSERM, il faudra revoir sur la publication. Mais je crois que je l'ai mise après, donc je vais redire, je ne vais pas dire de bêtises, ça va être après.
Donc, les besoins en sommeil, on les connaît de façon grosso modo. On sait qu'un bébé, il a besoin de dormir et qu'un adulte est censé, après c'est relatif chez les adultes, mais peut dormir un peu moins. Là, on parle d'heures. Donc, on se dit que quand une personne se couche et qu'elle se réveille à un autre horaire, elle a dormi. Et bien, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'elle peut se coucher et se réveiller et ne pas avoir dormi. Et c'est là où, chez l'enfant, c'est très subtil et beaucoup plus compliqué. Les enfants, beaucoup, dès que vous avez des troubles du sommeil ou des difficultés d'apprentissage, 10 ou quoi, voilà. Première question, est-ce qu'il dort comme il faut? La seule façon de le savoir, c'est que le parent se relève et aille voir dans le lit environ, je crois que c'est 2 heures, mais je ne veux pas dire de bêtises là dans le timing, quelle est l'attitude corporelle de l'enfant pendant la nuit. S'il est agité, s'il ronfle, s'il a la bouche ouverte, c'est dit pathologique, ça veut dire qu'il n'est pas en train de dormir. Si on retrouve des traces un petit peu de liquide sur les oreillers, puisque des fois la bouche est un peu ouverte, on a la petite bave qui fait un petit format sur l'oreiller, parce que des fois on ne le voit pas directement. Ça veut dire que l'enfant n'a pas un sommeil efficace et réparateur. Donc, a été mis en évidence le SCHWARZ, syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures, qui fait que par un déficit, alors là je vais rentrer un peu dans la technique, mais par un déficit de fonctionnement du diaphragme, le système aérien se met à fonctionner de façon agressive sur les voies aériennes supérieures. Donc on retrouve des enfants avec des otites souvent, des bronchos, machin, tout ce qu'on veut. Et donc on a tout ce système qui se met en résistance. Avec des bouches ouvertes, vous aurez souvent des enfants avec des petits appareils dentaires, mais ça c'est aussi une autre conséquence. Et vous le verrez tout le temps quand vous lui parlez pendant la séance, l'enfant, il a la bouche légèrement ouverte, des fois de 2-3 mm. Mais, et donc là, on est face à ce syndrome de résistance des voies aériennes supérieures qui se manifeste la nuit, mais donc qui est manifeste toute la journée. C'est-à-dire que cet enfant ne reçoit pas l'oxygène suffisant pour son cerveau et son organisme. On peut comprendre qu'un enfant sous-oxygéné finisse TDAH. C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'un enfant qui se bat contre un organisme qu'il essaye de faire bouger, mais qui n'arrive pas à bouger comme il veut parce qu'il a comme des poids sur les bras, puisque ses muscles ne sont pas oxygénés, il a un cerveau qui ne va pas à la vitesse qu'il voudrait, c'est une des causes, c'est pas la seule cause, mais puisse finir comme identifié, comme hyperactif ou comme étant, ou à l'inverse, comme étant complètement lymphatique et puis complètement relâché. Donc, les manifestations, c'est ronfler, se réveiller souvent, des micro-réveils, faire des apnées, bouger beaucoup. Tout ça, c'est pathologique chez un enfant. Alors moi, je dirais que c'est pathologique chez un adulte aussi, mais bon, chez les vieux qu'on nous sommes, ça a moins d'incidence parce qu'on est moins en construction que l'enfant. Les batteries sont vides, puisque l'alimentation en oxygène n'est pas suffisante. Les cellules ne sont pas réparées, puisqu'on a vu qu'il y avait le processus de destruction-reconstruction. Le nettoyage est défaillant, donc le nettoyage physiologique. L'analyse et la mémorisation sont perturbées, puisque pendant les cycles de nuit, donc là je ne détaille pas, on a ces phénomènes où ce qu'on a vu la journée est classé, organisé, les émotions aussi, et sont structurées pour être mises en mémoire. Donc ça ne marche pas. Manque d'oxygénation globale le jour, sous-oxygénation du cerveau la nuit, fatigue, somnolence, ça c'est ce qu'on peut observer. Donc l'épuisement des organes et des tissus, j'en ai parlé. Reconstruction cellulaire aussi. Voilà, donc tous les éléments là que je vous ai résumés. Et donc vous avez face à vous un enfant qui est épuisé, mais la journée. Sauf que la journée, comme il est dans une phase où il va à l'école, où il est sollicité, du coup, il est en surstress et donc au lieu de fuir, il va être dans le combat, dans ce qu'on a vu au début sur les processus que pouvait adopter l'enfant. La dysproprioception, c'est lié aussi avec les travaux de Monsieur Quercia. Donc là, en haut, je vous ai mis Quercia, Da Silva, c'était pour la partie SFARS, là.
et pour les travaux qui sont faits là sur la respiration et la dyslexie. Et donc les enfants dyslexiques sont plus que bien souvent en déficit respiratoire, mais en plus, ils ont une incapacité de situer leur corps dans l'espace sans la vue. Et comme c'est bonus, ils ont en plus un problème de vision, et pas de vue, mais de vision. On va détailler après ce qu'est la vue par rapport à la vision. Donc, la proprioception, si elle n'est pas efficiente, si elle ne fonctionne pas, on ne peut pas percevoir. Alors des fois, c'est de façon subtile, c'est pas des gros handicaps, mais ça finit par être un gros handicap très très intériorisé et qui n'est pas perçu de l'extérieur. On ne peut pas percevoir, on ne peut pas comprendre comment est positionné son corps, à la fois dans les 3 champs de l'espace, verticalité, horizontalité et transversalité, la distance, le temps, les exécutions et la précision gestuelle. Je reviens là-dessus par rapport aux connaissances théoriques quand je vous parlais de l'arbre tout au début. Et là, on se retrouve avec un arbre qui n'a pas ces notions de verticalité, sur laquelle on va essayer ou de transversalité, donc ça va être toutes les notions qui nous permettent de gérer l'espace et le temps. Et sur cet arbre qui n'a pas ce qu'il faut, on va essayer de mettre le présent de l'indicatif, le passé et le futur. Mais on n'a pas là ce qu'il faut pour pouvoir mettre ça. Et donc, on se retrouve souvent avec des enfants qui n'arrivent pas à concevoir la notion de passé, de présent, de futur, de conjugaison, mais parce que leur corps là n'a pas son passé, son présent et son futur physiquement ancrés. Et donc, on ne peut pas, sur ces branches, aller rajouter des notions de français, de grammaire, de conjugaison, qui nécessiteraient ces notions-là. Donc, l'épuisement, le stress, les surstimulations, on en a parlé un petit peu. Les interactions avec les autres systèmes, parce que le bonheur de tout ça, c'est que quand un système ne fonctionne pas, il envoie des fausses informations aux autres systèmes, qui eux les traitent comme si c'était des vraies informations, et on va dire que c'est un peu le chaos fonctionnel. Voilà. C'est comme si votre ordinateur envoyait des boots et des non-boots, c'est que du coup le logiciel, enfin c'est plus qu'un logiciel, mais tout ça, ça pouvait pas s'ouvrir, et puis ça refermait les pages alors que vous vouliez que la page s'ouvre. L'information dit, bah non, fin de fichier, on referme. Et conflit d'information. Le plus méchant, on va dire, que je trouve dans ce que j'ai pu observer et qui est bien visible. Donc là, les conférences, je pourrais vous les retrouver sur le sujet, parce que j'ai créé une formation sur le domaine de la vision où je parle des différentes difficultés sensorielles. Et donc le plus difficile, ça va être ce qu'on appelle les hallucinations sensorielles. C'est que le cerveau, lui, devant traiter des informations, vu que c'est son travail, s'il reçoit des informations incohérentes, il s'amuse à les reconfigurer pour qu'elles soient cohérentes. Ou alors, il s'amuse à en créer parce qu'il n'a pas suffisamment de choses qui lui conviennent. Et donc, ce qu'on appelle des hallucinations tactiles, ça existe. Des hallucinations auditives, ça existe. C'est pas simplement des acouphènes, des choses comme ça. Et les hallucinations visuelles, elles existent, et on pourra peut-être les retrouver aussi dans certains cas de dyslexie ou certains cas de difficulté d'apprentissage, quand le cerveau vous met en analyse autre chose que ce que vous avez vu. Ça peut être des choses très subtiles, hein, ça peut être des petites taches de couleur, ça peut être, c'est pas forcément des grosses hallucinations avec une oasis et puis la mer et tout. C'est vraiment des choses assez subtiles. Donc j'ai mis, c'est comme voyager dans un véhicule qui ne répond pas aux commandes et dont le GPS donne des fausses informations. Et là, on peut comprendre qu'il nous fasse quelques crises de colère, quelquefois, certains enfants. Alors ça justifie pas les enfants mal élevés et puis l'éducation et tout ça. Hein. Là, on parle vraiment après d'enfants qui n'en peuvent plus. Alors, face à ça, je vous définis les réflexes archaïques. Je ne vais pas en parler beaucoup, mais vous avez beaucoup de choses là-dessus sur le sujet. Vous retrouvez sur mon site aussi des publications que j'ai partagées. Donc, les réflexes archaïques, ça va être un programme moteur qui vient en interférence de cette fameuse proprioception et en interférence de tout ce qu'on peut faire comme mouvement et de tout ce qu'on peut apprendre. Un réflexe archaïque, c'est un programme moteur qui crée des mouvements dans le but de la construction dont on a parlé tout au début, de la construction physiologique, mais également dans le but de la construction émotionnelle et énergétique du corps.
Alors, il y a beaucoup de notions à aborder, donc je vais rester assez succincte là-dessus. Et donc, ce réflexe archaïque, il a vocation, donc là j'ai mis des petits bébés, les réflexes archaïques ont vocation à s'éteindre à partir du moment où on est quasiment en position debout, et donc à n'être qu'en sommeil et à être présent qu'en cas de danger. À partir du moment où il y a des troubles, dans le tableau que j'avais présenté tout au début, où j'avais présenté les évolutions physiques de l'enfant qui se lève et puis qui a différents stades dits moteurs ou différents stades de développement, à partir du moment où on a des troubles à ce niveau-là, l'enfant pourra avoir des réflexes archaïques qui sont maintenus et qui prennent le pas sur la posture normale ou sur les mouvements normaux. Et donc, c'est les réflexes qui conditionnent les mouvements du corps, ce n'est plus le cerveau de l'enfant qui choisit ses mouvements et ses postures. Et par opposition, on a ce qu'on appelle les réflexes de vie. Alors, pas opposition, c'est un bien grand mot, mais le réflexe de vie, lui, s'active et donc il va nous permettre de perdurer et de garder l'intégrité du corps. Un réflexe de vie, si on lance du sable dans vos yeux, hop, réflexe de fermer les yeux avant que le sable n'atteigne le globe oculaire. Réflexe archaïque, on va en citer, et donc on va comprendre que quand on essaye d'écrire ou de lire, si c'est le réflexe qui fait son boulot, il va m'empêcher de mettre en place tout ce dont j'ai besoin, les mouvements des yeux, l'analyse, le mouvement du bras, pour pouvoir lire ou écrire. Alors là, j'ai inversé un petit peu. Je crois que l'exemple du réflexe, il est après. Je vais peut-être faire ça. Ouais. Donc, je vais faire l'inverse. Je vais vous citer 2 réflexes. Et puis ensuite, je vais vous résumer la difficulté qu'on peut rencontrer avec ces réflexes. Donc là, on a des réflexes qu'on rencontre de façon assez courante chez les enfants. Donc, on a le réflexe. Alors, je vais prendre le réflexe d'agrippement. C'est le premier, là, qui est assez facile à comprendre. Donc, on a nos bébés. On voit bien que les bébés, pour ceux qui ont les cheveux longs chez les mamans, vous savez qu'à un moment donné, ils lâchaient plus les cheveux tellement ils s'agrippaient dessus. Et puis, sinon, quand on joue et puis qu'on s'amuse à tirer un petit peu les bras, ils ont tendance à s'agripper. Il y a à la fois un réflexe d'agrippement au niveau du bras et puis au niveau de la main. Donc, ce réflexe, c'est que quand il y a quelque chose qui se passe au niveau de la main, le bébé va fermer et va agripper. C'est un réflexe qui est là, entre autres, de façon primitive, pour permettre au bébé de se développer par rapport à son alimentation. Et puis, on a aussi un réflexe main-bouche qui se met en activation, donc qui va lui permettre de se nourrir au sein. Et puis, je résume de façon grossière, là, je ne détaille pas sur ce sujet. Mais on va très vite comprendre que si l'enfant a un crayon dans la main et qu'il a un réflexe d'agrippement palmaire, il ne va pas être en train d'écrire. C'est le réflexe qui va prendre le pas. Et là, j'insiste auprès de tous ceux qui enseignent auprès des enfants, observez la façon dont l'enfant tient le crayon. Il ne tient le crayon que comme il peut le tenir et pas comme il devrait le tenir, bien souvent. Et vous avez des enfants avec des tensions et des tenues de crayon pas possibles, mais parce qu'on a du réflexe qui est activé. Alors, il n'y a pas que ce réflexe-là au niveau de la main, il y en a d'autres, mais c'est déjà un signe à observer. Voilà. Et donc là, on comprend que c'est le corps qui prend le pas sur l'enfant et que l'enfant ne peut pas apprendre tant qu'on ne lui aura pas enlevé ce caillou, comme on dit, ou cette épine du pied. On a le réflexe tonique asymétrique du cou. Donc là, vous verrez, là, c'est un visuel de chez Optoys. Donc vous pouvez le récupérer aussi directement sur leur site à eux. Je pense qu'il y a encore. Sinon, vous le retrouvez ou sinon, vous me le demanderez si vous voulez vraiment ce PDF. Donc là, ce principe de réflexe, c'est qu'il s'active par un mouvement au niveau de la nuque. C'est pour ça qu'il s'appelle asymétrique du cou. C'est un réflexe qui est là aussi pour le développement moteur que vous reverrez sur la fiche du début. Vous comprendrez que l'enfant a besoin d'avoir certaines contractions, de tourner la tête d'une certaine façon. Il est actif aussi au niveau de sa vision. C'est un réflexe qui va permettre donc au fur et à mesure d'avoir des retournements, enfin différentes fonctions. C'est résumé de façon un peu rapide. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de vous faire comprendre comment, si ce réflexe est activé, il ne permet pas l'apprentissage. Donc, ce réflexe, il fait quoi? Quand on tourne la tête d'un côté, il va contracter tous les muscles, il va couper le corps en deux, comme ça, dans la verticale. Il va contracter
tous les muscles, donc j'ai bien dit tous les muscles, ça veut dire qu'on va jusqu'aux muscles oculaires aussi, qui sont de ce côté-là, et il va inhiber les muscles de l'autre côté où on voit que le bébé, là, a les bras pliés. Qui dit inhiber, dit relâcher, voilà. D'accord? C'est ce que ça veut dire. Et la contracter, ça veut dire tension musculaire. Donc là, quand je serre mon poing ou je tends mon bras fort, je suis en tension musculaire. Inhiber, bah, c'est le contraire. On a des muscles qui s'inhibent les uns par rapport aux autres. Quand vous allez demander à un enfant de lire, qu'il va tourner la tête, que le réflexe va se mettre en jeu et donc qu'il va tout contracter, par exemple, à gauche. Là, moi, je suis en train de tourner la tête sur ma gauche. Mais qu'ensuite, ses yeux devront faire des mouvements de saccade, puisque la lecture, c'est un mouvement particulier qui nous permet de reconnaître les mots. Du coup, on va se confronter à un système physiologique qui va empêcher ce qu'on est en train de vouloir faire au niveau de l'apprentissage. De la même façon, quand vous allez avoir un enfant qui va devoir écrire et qui va devoir regarder quelque chose, si mon document est à gauche, je contracte à gauche, j'inhibe à droite, donc je suis plus en train, hop, je le fais spontanément, je suis plus en train de tenir mon crayon. Et donc, il va falloir que je remobilise mon crayon pour aller après sur ma contraction à droite. Mais je ne vais pas pouvoir, ce qu'on peut faire nous, je ne vais pas pouvoir tourner la tête, avoir une contraction d'un côté et maintenir la contraction de l'autre côté, puisque de l'autre côté, ça va être de l'inhibition et du relâchement. Et donc, on retrouve des crayons qui n'arrêtent pas de tomber par terre, des fois, dans certaines classes où on se dit qu'ils le font exprès, ou des difficultés, voilà, il y a plein de difficultés qui peuvent se manifester au niveau de l'apprentissage, et notamment au niveau de la stabilisation de la vision, où on a deux yeux, et donc si on a une inhibition musculaire alors que les muscles doivent travailler en même temps, il se peut qu'on ait des muscles qui s'inhibent alors que l'autre œil doit pouvoir fonctionner. Et là, on retrouve ça chez les enfants qui ont donc ces troubles, enfin ce qui est dit troubles d'apprentissage et difficultés d'apprentissage. Donc là, c'est deux exemples assez grossiers que j'ai pris, mais qui nous permettent... Alors les réflexes, ils sont nombreux, hein. La littérature peut en définir des fois jusqu'à 70. Moi, honnêtement, alors après, ça dépend si on compte droite-gauche. Moi, je travaille déjà avec 30 ou 40 réflexes et je les dépiste pas tous parce que ça va dépendre un petit peu des besoins ou de ce que rencontre l'enfant ou des difficultés qui sont rencontrées. Sachant que, je reviens sur les réflexes, ils peuvent être rencontrés chez des adultes, même chez des sportifs de haut niveau, puisque moi, c'est la porte d'entrée que j'ai eue quand j'ai passé mes diplômes en STAPS. Donc, on peut les retrouver chez des adultes. Et chez des sportifs, du coup, ça crée des blessures ou des inhibitions de fonctionnement ou de performance, mais ils avaient déjà des niveaux nationaux, voire internationaux. Donc, c'est des choses qui peuvent être bien cachées et puis que l'enfant ou que l'adulte peut après essayer de contourner. Si on les contourne ou si on les contourne pas, on voit un peu ce qui se passe. Donc les conséquences à court terme, donc interférence dans les différentes sphères, c'est ce dont je vous ai parlé par rapport au mouvement qu'on a lorsqu'on apprend à lire, à écrire. Ça peut même être l'apprentissage de la marche qui commence à pas fonctionner. Ça peut commencer, les réflexes, ils peuvent dysfonctionner assez tôt. Il y a tout un calendrier des réflexes où à certains mois, il y a certains réflexes qui doivent se développer. Donc si déjà ça bug, ça peut bugger assez tôt. On retrouve d'ailleurs des enfants quand on pose les questions, est-ce que votre enfant a marché à quatre pattes? On retrouve des parents qui nous disent, non, il était à moitié de travers, il marchait que sur deux jambes, enfin deux membres, cuisses, mains, et puis il tirait de l'autre côté. Est-ce que votre enfant a rampé? Il y a des enfants qui vont marcher debout tout de suite, mais qui n'auront pas fait de quatre pattes. Donc on se dit super, il marche bien, mais non, il y a peut-être des stades qui ont été sautés. Donc interférence dans les sphères, contrôle moteur et postural, contrôle émotionnel, sachant que ces réflexes sont des muscles et que les réflexes émotionnels sont des muscles, on voit bien la cohésion ou l'incohérence de ce qui peut se passer. Il y a des interférences possibles. Difficultés de fonctionnement au quotidien, on a des enfants qui renversent les verres à table, par exemple, qui, pour lutter contre un réflexe asymétrique, coincent leurs pieds sous le fauteuil à table ou se mettent de travers ou mangent en étant comme ça. Voilà, toutes des postures qui ne plaisent pas à la bienséance quand on est à table et puis qui en réalité trouvent leur expression dans ces difficultés.
des stress. Donc ça, on voit bien que l'enfant lutte contre son corps. Donc ça, c'est à très court terme. À plus court terme, donc après, ça dépend si on parle de mois, de semaines ou d'années. Donc on va retrouver des blessures, des postures altérées avec des asymétries qu'on retrouve souvent en dyslexie. Donc là, les travaux de Kersia ont mis en évidence qu'il y a souvent des asymétries anatomiques que l'on retrouve chez les enfants dyslexiques, dyspraxiques et TDAH. Des postures altérées, des stress engendrant des pathologies plus graves. Donc après, je sais pas, besoin de semelle orthopédique, voilà. Et puis un déséquilibre neuropsychologique important puisque l'enfant est en train de lutter contre un corps et que c'est comme si nous, on nous mettait dans une coque, quoi. Et qu'on a, sauf que l'adulte voit pas qu'il n'a pas le corps qui correspond à son cerveau, quoi. Donc ça, c'est la partie réflexe. Tac. Et là, mon dada. Parce que ça regroupe, voilà, c'est les dernières grosses formations que j'ai faites. Et donc, ça regroupe un petit peu tout ce dont je vous ai parlé avant. Et donc, je suis allée sur ces formations parce que quand je recevais les enfants, je voyais bien à quel point on me disait bah, si, il est passé chez l'ophtalmo la semaine dernière. Et donc, je voyais bien à quel point c'était compliqué. C'était compliqué de ne pas pouvoir percevoir des choses, alors que moi, on me disait bah, si, ils sont allés voir un ophtalmo. Donc, voilà. Donc, juste définition trouble neurovisuel, on revient à trouble, c'est dysfonctionnement. Neuro, donc c'est par rapport au système neurologique. Ça se passe après le chiasme optique, qui est une connexion neurologique au niveau du cerveau, et visuel qui porte atteinte à la vision. Attention, la vision n'est pas la vue. Quand vous fermez les yeux et que vous imaginez vos vacances, vous avez une bonne vision de vos vacances alors que vous n'utilisez pas vos yeux. Quand vous respirez ou vous mangez votre gâteau, vous fermez les yeux, vous avez l'image de ce gâteau alors que vos yeux sont fermés. Donc, la vue n'est qu'une partie de la vision. On a un œil qui reçoit des informations et qui les envoie. On a un système nerveux qui traite les informations, un corps qui analyse et mémorise les informations, des interactions, un vécu individuel, parce qu'on ne peut voir que ce qu'on a appris à voir. Donc, si vous êtes dans un champ et que vous mourrez de faim et qu'il y a des carottes, mais que vous ne savez pas à quoi ressemble une fan de carottes, eh ben vous n'avez pas la vision parce que vous n'avez pas appris à voir les justes choses. Et donc, une plasticité neuronale avec ces éléments-là qui évoluent tout au long de la vie et que l'on peut facilement, enfin, pas facilement, chez l'enfant, on peut les stimuler, mais qu'on peut facilement perturber aussi dans le sens mauvais apprentissage ou bons apprentissages. Donc ça, c'est la partie neuro. Les chiffres, donc là, j'avais refait un petit tableau. Les TSA, troubles du spectre autistique, c'est 1% de la population. TDAH, 5%. Voilà, la dyslexie qui est référencée à peu près dans ces eaux-là. La dyspraxie, la déficience intellectuelle en population générale un peu peu, l'autisme que j'ai repris, mais qui là, c'est par rapport aux naissances. Et là, vous avez les troubles neurovisuels qui sont à 6 à 13%. On a même des documents où on nous indique 16%. Je pense que dans quelques années, on va s'apercevoir qu'on va peut-être monter à 20-25%. Parce que c'est vraiment des choses qui sont extrêmement présentes. Et c'est un handicap de la vision invisible. Parce que tant qu'on n'est pas allé tester les sphères de la vision, on teste l'œil et on passe à côté. Et donc, c'est bien défini dans les formations qu'on a eues avec les chercheurs. Ça passe inaperçu aux yeux des cliniciens pour la plupart du temps, et ça passe inaperçu pour la partie ophtalmologique, puisque eux s'occupent de l'intégrité de l'œil et pas de la façon dont le système nerveux traite les informations. Les troubles neurovisuels, ce sont 3 grandes catégories. Les atteintes du champ visuel, je vais vous les montrer après avec 2-3 photos. Les troubles de l'exploration visuelle et les troubles de la reconnaissance visuelle. Donc ça, c'est les chemins importants, les univers importants de la vision. Je ne vais pas tout détailler là parce que ça fait vraiment beaucoup trop de choses. Je vais revenir à l'éducation. Et là, on a des atteintes du champ visuel. Donc, elles peuvent être plus subtiles. Là, c'est des grosses taches, mais elles peuvent être plus subtiles que ça au niveau des diamètres. Mais on les retrouve, moi, je les retrouve beaucoup chez les enfants que je suis en séance. Donc, là, vous voyez que quand vous essayez, par exemple, je prends celui-ci, si vous essayez de lire quelque chose ou de regarder quelque chose ou d'être dans une salle de classe, vous ne percevez pas votre espace. Donc, un enfant qui va courir et qui ne va pas percevoir, ici, s'il y a un autre enfant, il va forcément lui rentrer dedans.
Voilà. Donc après, là, il y a d'autres atteintes possibles. Là, c'est ce qu'on appelle des scotomes, et donc avec des choses qui ne sont pas bien perçues, donc que ce soit les personnages, les mouvements ou les objets. Là, c'est une explication pour la lecture. Donc, quelqu'un qui lit de façon normale, nous, on pose notre regard sur la flèche, et après, on fait un scan gauche-droite avec ce qu'on appelle des saccades, et donc on reconnaît le mot. Une fois qu'on a reconnu le mot, on passe au suivant, scan, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, donc là, le A, il n'est pas fait, mais il fait partie de la phrase. Et c'est comme ça qu'on arrive à apprendre à lire. Un enfant qui a, hop, ça, là, des petites taches, ou ça, quand il va scanner, il va se retrouver avec ça. Là, on les a matérialisés comme des tâches, parce qu'il faut bien montrer quelque chose à la présentation, mais dans la réalité, c'est du vide. Donc, il ne va même pas pouvoir vous dire « je vois une tache noire ». C'est juste un vide. Donc, c'est le même vide que ce qu'il y a entre les deux mots. Donc, il ne peut pas dire « je vois quelque chose ». C'est du rien. Et donc, cet enfant, bah, ça, c'est un enfant dyslexique type qui ne peut pas apprendre à lire, quoi, du coup. Ou avec quelle souffrance. Là, c'est un autre trouble de la vision, où là, c'est la symétrie. Et donc, ça, c'est dans la reconnaissance, et puis le fait de... On a une capacité de la vision où on peut remettre en symétrie les choses. C'est Stanislas Dehaene, là, dans une des conférences sur le bébé, où il explique bien cette capacité de symétrie. Et donc, c'est pour ça que là, on a cette fameuse lettre qui paraît être un B ou un D. Et donc là, j'ai repris ça pour voilà, remettre un petit peu. Mais ça, c'est aussi une capacité de vision qui est altérée. Les publications, donc là, vous les retrouverez. Donc là, la fameuse publication, bah, c'était l'INSERM, du coup, donc avec David Garcia. Non, je ne vais pas dire le bon prénom. Monsieur Garcia, on va dire. Ophtalmologue sur Dijon, qui a créé des formations universitaires. Là, c'est une publication qui est sortie, vous la retrouvez sur mon site aussi, donc suite aux travaux de Sylvie Chocron, qui a mis en évidence qu'il était essentiel en cas de dyslexie de faire des dépistages neurovisuels, puisque on montre les différentes sphères qui peuvent être atteintes. Et puis là, vous voyez les images. Là, je remonte les images comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là, il y a la partie un peu plus anatomique où ça explique un petit peu tout ça. L'importance du dépistage aussi, ça, c'était Babylab qui avait fait une publication pour les enfants qui ont des attitudes autistiques ou qui souffrent du spectre de difficultés de type autistique. Là, les corrélations, je passe un petit peu vite, mais vous pourrez faire un arrêt sur image sur les corrélations entre ce qu'on repère dans les troubles. Et puis finalement, on va s'apercevoir que ce soit en dyslexie, en TDAH ou quoi, on a aussi des choses où on va sur les mêmes sphères qui sont en difficulté, plus ou moins, de façon plus ou moins importante. Les similitudes dans ces difficultés, donc les impacts au niveau corporel, spatialisation, se déplacer, la conceptualisation dans le temps dont je vous ai parlé, l'oralité, la phonation, l'articulation, puisqu'on peut avoir des réflexes de bouche, on a du main-bouche, on a des interférences avec le nerf trijumeau entre la vision et l'audition. Et donc là, on a les travaux de Garcia aussi. Il y a pas mal de publications qui sont avec l'association Sensoridis aussi, qui publie des choses sur ce sujet-là. Et donc des difficultés à interagir, à comprendre. Les mots des transports pour les parents qui connaissent les mots de cœur pour les enfants en transport. Et donc cette difficulté à avoir un bon développement sensoriel, à comprendre l'autre, à interagir et à apprendre. Quelle solution possible? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Après tout ce catastrophisme. Non, c'est pas du catastrophisme, c'est savoir observer différemment. Donc, face à ces petites galères, là, j'ai mis mes petits bonhommes, un dépistage fonctionnel de qualité, et donc ne pas se bloquer quand vous êtes allé voir un professionnel. Si vous, parents, vous pensez que votre enfant a des difficultés, c'est vous qui êtes le mieux placé pour savoir à quel point votre enfant rencontre ou non des difficultés. Et souvent, on me dit, bah oui, mais quand il était en test, le professionnel, là, l'enfant, il n'a pas fait ça, il n'a pas vu ça. Bah, c'est parce que le professionnel n'a pas testé avec les mêmes conditions. Et donc, on ne perçoit pas les choses. Et donc, se tourner vers quelqu'un d'autre, s'orienter vers un autre professionnel, même si c'est la galère, même si c'est compliqué. C'est pas parce qu'on réintègre les réflexes archaïques et que ça marche pas que c'était pas la vraie cause. C'est peut-être qu'il y a une autre cause aussi qu'il faut aller chercher. C'est pas parce que vous allez faire un dépistage de vision chez un orthoptiste
que ça ne marche pas, parce qu'il faut être formé spécifiquement aux troubles neurovisuels et pas à la neurovision des troubles. C'est encore un truc un peu différent. Et moi, j'insiste parce que moi, je travaille que comme ça, prise en charge multimodale, famille professionnelle, c'est-à-dire que moi, je veux que les parents comprennent, je veux que les parents accompagnent l'enfant. S'ils y arrivent, qu'ils communiquent auprès des autres professionnels, mais ça peut être plus ou moins compliqué, mais des fois, ça passe aussi, et qu'on sache voilà, ce qu'a l'enfant et comment on peut le prendre en charge et comment on peut lui faciliter les apprentissages. Avoir des attitudes d'apprentissage qui contournent toute cette difficulté. Donc, on peut apprendre à l'audition. L'orthographe, ça s'apprend à l'audition. Il n'y a pas besoin d'écrire des mots pour savoir comment ils s'écrivent. Il faut savoir que maman, c'est M-A-M-A-N. Il n'y a pas besoin de l'écrire. L'écriture, c'est une finalité. On peut apprendre au tactile. On peut apprendre avec des méthodes de mathématiques qui demandent aussi des spatialisations différentes. Dans les pays asiatiques, ils écrivent du haut en bas, et là, on n'a pas les mêmes troubles neurovisuels que quand on est de droite à gauche. Objectif, maturation des fonctions et évolution des fonctions cognitives pour obtenir après les apprentissages qu'on veut. Donc là, mon petit résumé pour que ce soit compréhensible. Je vous ai parlé de l'arbre tout au début. L'enfant est un arbre avec des racines. Il doit pouvoir et savoir s'adapter pour lutter contre les changements de température, contre les changements d'environnement, contre le vent qui souffle. Un enfant en bonne santé, c'est un arbre capable d'évoluer en lien avec les différents éléments de son écosystème. Connexion avec les insectes, tout ça, nous avec les autres humains, les animaux. Il doit pouvoir réagir aux agressions, aux changements, aux modifications, aux évolutions, être en symbiose. Et quand l'enfant a tout ça, tout se passe normalement à peu près comme il faut. Je ne sais pas si on va passer à des échanges de questionnements peut-être, ou si je continue juste. Là, je passe à la partie UEF. Tu peux. Vas-y, moi je. Voilà, alors j'ai résumé de façon des choses qu'on a, comment dire, c'est pas des choses connues pour ceux qui font l'IEF, on va dire, mais voilà, qu'on retrouve un petit peu tout le temps. Hein. Face aux difficultés que je vous ai présentées, l'intérêt de l'instruction en famille. Alors, comme je dis, hein, nous, on y est tombé parce que elle n'avait pas de retard d'apprentissage, notre enfant, mais les stress étaient trop présents. Donc, du coup, on s'est dit que là, quand on n'arrivait plus à lutter contre ces stress, il fallait trouver. Donc, elle rongeait plus ses ongles, elle attaquait la peau en dessous. Elle nous demandait comment s'échapper et élaborer des stratagèmes pour pouvoir s'échapper du lieu dans lequel elle était. Et là, on s'est dit que waouh, fallait peut-être bien écouter tout ce qu'elle nous disait. Et donc, on était un enfant qui n'était pas en CP, on était un enfant de 4 ans et demi, 4 ans 3 quarts. Hein. Et donc, l'intérêt, c'est que les parents ayant fait le choix de prioriser les besoins d'apprentissage de l'enfant, on est déjà sur des schémas d'apprentissage qui vont déjà pouvoir s'adapter, au moins pouvoir. Après, on verra dans les faits, mais on va pouvoir tourner ses apprentissages par rapport à l'enfant et ne pas être bloqué par une méthode généraliste que l'on retrouverait dans un système scolaire ou dans un type d'école. Et puis finalement, ce n'est pas cette méthode-là qu'il faudra pour l'enfant, ça sera une autre méthode. Même dans les écoles Montessori, là j'y reviens avec toi, on a aussi, puisque tu travailles là-dessus, mais on a aussi, on voit vraiment des fois des grandes différences dans les façons de faire, donc, même avec la même philosophie de départ. Une possibilité de prendre le temps, de revenir sur des notions, parce que donc là, si cet enfant, on a vu les stades de développement initiaux, si à un moment donné, cet enfant n'avait pas les capacités, mais que ça a été stimulé, rééduqué, et du coup, il n'a pas appris les fondamentaux. Et il va falloir revenir dessus, même 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, et pas se dire que c'était des apprentissages qu'on faisait à 4 ans à l'école ou autre, et donc dans un programme scolaire quelconque. Et donc, bien reprendre le temps de revoir les fondamentaux et de revoir les éléments qui sont nécessaires à ces apprentissages. J'ai dit trop de choses. Pour compléter un peu ce que tu dis, et ce que je vois aussi à travers toutes les familles avec lesquelles je suis en contact, c'est qu'il n'y a pas deux familles qui pratiquent l'IEF de la même manière. Et au sein d'une même famille, tu peux avoir différentes manières aussi. Exactement.
parce que tu t'adaptes, enfin c'est tout l'avantage de l'IEF, c'est que tu t'adaptes aux caractéristiques de ton enfant, aux besoins, aux demandes et à la façon d'apprendre qu'il a. En tout cas, Exactement. dans l'idée, c'est ça. Et c'est très intéressant, toute ta présentation a été très intéressante et très riche. Vraiment un grand merci à toi. Ouais, On a donc même dans le temps, c'est-à-dire qu'un enfant, à un moment donné, il peut avoir besoin d'une certaine méthode de 2 à 4 ans ou de 2 à 6 ans, et puis après d'avoir besoin d'une autre approche par rapport à sa exactement. maturation. Donc là, on retrouve voilà, des grands éléments dont on parle, la baisse du stress. Donc là, c'est vraiment présenté par rapport aux besoins de l'enfant, même si la famille est assez impliquée dans ce qu'on appelle l'instruction. Hein. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et donc là, c'est pour ça que là, sur la fin, j'ai conclu en disant que les bienfaits ont été présentés d'un point de vue de l'enfant, mais que ça reste un choix de famille qui doit être assumé et bien vécu de la part des parents, et pas se dire qu'il faut absolument faire l'instruction parce que mon enfant. Si le parent est en stress absolu, ça fonctionnera pas comme ça doit fonctionner. Et donc que le parent doit savoir aussi se situer, parce que là, la difficulté, donc là, je reviens sur mon rôle, moi, avec mon mari. Donc, on est instructeur, on est parent, on passe beaucoup de temps avec l'enfant. Et donc, il faut apprendre à bien se situer aussi par rapport à ces différentes casquettes qu'on peut avoir. L'IEF reste, alors là, j'ai voulu le marquer quand même parce que c'est une réalité par rapport aux familles qui me consultent. Ça reste un choix de vie avec une pression sociétale importante. On a des parents qui peuvent être des parents divorcés ou des familles monoparentales. On a des familles qui cumulent aussi les difficultés par rapport au travail ou aux choix financiers. Et donc, c'est tous des éléments qu'il faut prendre en compte. Je ne dirais pas que forcément, il faut les prendre en compte quand on se jette dans l'IEF, parce que nous, on ne les a pas pris en compte au départ. On a fait le choix d'abord, et après, on s'est structuré pour que ça puisse perdurer. Pour que ça colle, exactement. Ouais, ouais. Donc, c'est un peu, voilà, un petit peu les grandes choses. J'ai mis plein d'enfants souriants. Des fois, ça pleure, même quand on apprend. Des fois, c'est difficile. Des fois, mais il faut toujours retrouver, rechercher des solutions. Donc, que ce soit un choix ponctuel ou permanent, puisque j'ai des familles que je connais qui ont fait ça pendant 1 an ou 2, ça a permis à l'enfant de récupérer du niveau face à des troubles cognitifs qu'il avait, justement, de pouvoir revenir tranquillement et de remettre en route le système. D'autres qui choisissent de conserver, d'autres qui n'ont jamais mis leur enfant à l'école aussi, qui ont toujours fait l'instruction. Ça reste une décompression, des adaptations possibles, des facilitations, des équilibrations, des maturations, des réappropriations, ça c'est important pour l'enfant. Et sur ses apprentissages et ses besoins corporels et psychiques. Et je trouve que le fonctionnement cognitif est meilleur. Voilà. Nous, souvent, on nous dit dans les cours de sport ou autres que notre fille est très attentive, très à l'écoute, parce que du coup, quand elle va faire son sport, elle est vraiment en disponibilité et elle n'est pas blasée d'avoir été stressée par d'autres choses. Voilà, mais chaque enfant reste unique et ça reste un choix de famille, quoi. Oui. Un équilibre à trouver et à remettre en cause. Enfin, moi personnellement, je le remets en cause chaque année. Est-ce que c'est le meilleur choix pour eux? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça leur convient? Oui, Est-ce que les tout à fait. conditions, Mm. c'est vraiment une globalité Mm. et souvent qui repose sur les épaules des mamans, souvent, en grande partie, en Beaucoup, grande ouais, majorité. beaucoup. Et il faut qu'elle soit à l'aise avec ça et il faut prendre le temps d'analyser ouais, dans la situation au global. Parce que ça peut convenir effectivement très bien aux enfants, mais au bout d'un moment, on se dire que bah, c'est pas un échec non plus que de les scolariser. C'est peut-être que à un moment donné, on en a besoin et à un moment donné, peut-être que ce sera mieux finalement pour tous. Puis il y en a qui font l'aller-retour, j'ai connu. Il y C'est en a. ça. Alors j'ai eu qu'un cas où c'est le papa. Il y avait 3 enfants, donc c'est le papa qui a une activité professionnelle qui a été mise un peu au ralenti. La maman qui a gardé un rythme plus dense au niveau du travail, et que c'est le papa qui gère tout. Mais j'en ai qu'un seul cas dans les Ouais, connaissances. Mais c'est c'est vrai rare. que sociétalement, c'est généralement la maman qui s'adapte toujours quand il y a
un temps nécessaire pour les enfants, en général, c'est comme ça. Mais l'important, c'est de bien comprendre qu'à partir du moment où il y a trop de souffrance, où c'est pas... Et puis les écoles, c'est pareil, bah, il faut aller choisir son école, aller choisir... Aujourd'hui, on peut... Enfin, nous, je sais que dans notre région, il y a toujours une école privée, une école publique dans chaque ville ou village. Et donc là, je sais pas, il y a au moins quasiment 12 écoles autour de nous, quoi. Dans chaque village, il y a toujours une privée, une publique. Bah, en Maine-et-Loire, c'est très... ouais, c'est marrant. Bah, tant mieux, ça laisse toute la diversité éducative possible. Ouais, il y a toujours ces choix-là, quoi. C'est top. Donc voilà, après j'ai essayé de faire mon mieux. Il y a eu beaucoup de choses assez denses, mais j'ai résumé vite fait la partie anatomique. Non, mais c'était très bien, vraiment très complet et accessible. Je mettrai certainement les liens, les références Je vais te sous la redonner des vidéo. choses, oui. Oui, Voilà. je vais te redonner des liens là des chercheurs dont j'ai parlé ou des publications, un peu, pour qu'il y ait quelques éléments. Comme ça, on les mettra en lien et puis un lien vers ton site. Oui, ben merci. Hop, je vais refaire ma petite photo. Hop là, voilà. Mon petit dessin animé et puis voilà, en espérant que ça serve à des parents. Si vous avez des questions, bah, voilà, on peut me contacter via les réseaux. Je préfère un peu plus par la page de mon site parce que les réseaux, les posts ou quoi, les messages privés, je les écoute pas. Puis il y en a beaucoup qui passent des fois, donc selon les semaines, j'écoute pas. Je vais pas répondre tout de suite. Mais si vous avez des questions, déjà, je peux largement y répondre. Et puis, ou par ton biais, par ton contact, et puis je fais suivre avec plaisir. Par le Forum Liberté Éducative. Et puis voilà, chouette initiative. Et puis, je pense qu'on va se régaler, qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont... Il y aura beaucoup de belles choses. Voilà. Et de belles rencontres surtout, de belles découvertes, tu vois. C'est très intéressant. C'est là qu'on voit la richesse de l'IEF et puis de toute la cartographie que ça a mis en place et toutes les connexions sympas que ça a pu mettre en place, quoi. Bah, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Florence. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.